Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter, madame la ministre, pour votre nomination au ministère de l'Éducation nationale. Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi de notre collègue Colombe Brossel sur la mixité sociale et scolaire. En faisant le choix du collège unique en 1975, la France a affirmé sa volonté de proposer une école démocratique, ouverte à toutes et à tous. La notion de mixité sociale est, elle, très récente, puisqu'elle est apparue dans la loi pour la première fois en 2013. Puis en 2021, un objectif de mixité sociale a été inscrit dans le Code de l'éducation nationale pour les établissements aussi bien publics que privés. Des commissions de concertation académiques compétentes en la matière ont été créées la même année. En termes de mixité sociale et scolaire, nous ne partons donc pas de rien. Il existe déjà un cadre. Cependant, force est de constater la persistance d'inégalités dans la composition sociale des établissements scolaires. En 2023, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Pap Ndiaye, a annoncé un objectif, je cite, de réduction de ségrégation sociale des établissements scolaires publics de l'ordre de 20% d'ici à 2027. Des mesures ont été prises en ce sens, directives, ouverture de sections internationales, de classes à horaires aménagés, valorisation de l'internat d'excellence, entre autres. Au niveau local, les collectivités territoriales disposent de plusieurs outils pour favoriser la mixité sociale. D'ailleurs, les résultats des premières expérimentations sont encourageants. Il existe donc un cadre, mais également des outils, aussi bien au niveau national que local. Pour aller plus loin, cette proposition de loi entend actionner des leviers coercitifs sur lesquels j'émets des réserves. Tout d'abord, l'instauration d'un impératif de mixité sociale et scolaire n'est pas en phase avec le besoin de simplification et d'autonomie des collectivités locales. Elles sont en train d'étouffer sous le contingent de normes et de contraintes à respecter. Il ne semble pas judicieux d'ajouter des obligations supplémentaires. Par ailleurs, la généralisation d'outils peut être intéressante, mais attention à ne pas tomber dans une centralisation contre-productive. Si je partage la nécessité de communiquer les résultats des IPS annuellement et assidûment, je m'interroge: quelle est la logique territoriale derrière l'implantation d'un IPS national? Enfin, le texte aborde la question des établissements privés sous contrat. L'enseignement privé sous contrat est devenu le bouc émissaire des maux de l'éducation nationale. Il constitue pourtant un atout. L'enseignement privé sous contrat aspire à plus de mixité sociale, mais doit faire face à bien des obstacles. C'est le cas, par exemple, pour les coûts de scolarité par élève, dont j'ai pu faire mention déjà dans de précédentes interventions. L'élève du privé, sous contrat, coûte en moyenne à l'État 60% du coût d'un élève dans le public. En conditionnant le financement de l'enseignement privé, cette proposition de loi remet en cause les principes de la loi Debré. Interrogeons-nous plutôt sur le fond du problème. Un chef d'établissement privé sous contrat vendéen m'a récemment fait part de son désarroi. En un an, près d'une dizaine de familles ont dû retirer leurs enfants de son établissement car elles ne pouvaient pas subvenir à tous les frais afférents à leur scolarité. Je parle de besoins vitaux qui ne sont pas pris en charge de la même manière dans le public et dans le privé sous contrat. Prenons par exemple le cas de la restauration scolaire. À Luçon, petite ville de 9000 habitants, la facture TTC envoyée aux familles pour la restauration dans le privé sous contrat est 2 fois plus importante que dans le public, alors même que le coût de revient du repas dans le public est souvent supérieur de 25% à celui dans le privé. Concrètement, une famille doit débourser 800 € pour la restauration dans le privé sous contrat quand elle doit débourser 400 € dans le public. Autrement dit, la question n'est pas tant d'imposer plus de mixité sociale aux établissements privés sous contrat, mais plutôt de se demander comment permettre aux familles de tout horizon de financer la scolarisation de leurs enfants dans le privé. J'ai pris l'exemple de la restauration scolaire, mais le constat est le même sur la médecine scolaire.
En conclusion, le groupe Union Centriste ne votera pas ce texte pour les raisons que je viens d'énoncer. Je tiens toutefois à saluer la démarche de l'auteur et le travail de la rapporteure qui nous permettent cet après-midi de débattre d'une thématique importante. Les nombreux travaux de la commission illustrent la nécessité d'avancer sur les questions d'éducation. Je pense à la loi Vial sur les AESH, mais aussi aux conclusions de la mission d'information sur les formations des enseignants menée avec Max Brisson. Brique après brique, nous devons consolider les fondations de l'école de demain. Cette construction ne peut se faire que sur le temps long. Pourtant, en une année, l'éducation nationale a accueilli pas moins de 4 ministres. Une telle valse au sommet du premier budget de l'État rend impossible le développement de politiques publiques volontaires et pérennes. Je vous remercie.